Alors tout d'abord, chers collègues, bienvenue dans ce dernier café pédagogique de l'année 2022. Voilà, où l'idée c'était de se réunir autour de la thématique du référentiel de compétences, du nouveau référentiel de compétences de l'enseignant HES. Et puis voilà, de visiter un petit peu ensemble. Alors on est accompagné de Daniel Ruguer aujourd'hui, spécialiste de la question, et puis qui est responsable du centre de développement professionnel de la HESSO. Et puis voilà, c'est voir comment ce nouvel outil peut contribuer à notre développement professionnel, qu'est-ce qu'il implique par rapport à peut-être la perception de son métier, ou comment, ou le faire, comment le faire évoluer. Voilà. Donc en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir tous là aujourd'hui. Et puis on va céder la parole à Daniel. Et encore merci d'être là. Oui, merci à toi Sébastien de me donner cette opportunité d'aborder la question du référentiel de compétences, du nouveau référentiel de compétences, qui a été validé, ça fait déjà ça fait plus d'une année, puisqu'il a été validé le 1er novembre de l'année dernière par le rectorat. Alors voilà, je veux peut-être, partager, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes de partager le. Voilà, alors, c'est vrai que quand j'ai répondu à la demande de Sébastien, qui m'avait posé deux-trois questions, donc la présentation, elle va un petit peu se baser sur ces questions-là, qui ne s'affichent pas non plus. Alors, étrange. Je vais arrêter peut-être le partage et recommencer. Peut-être en essayant de. Ah non. Voilà, les questions c'était, bon, où trouver ce référentiel? De voir à quoi il va servir, pourquoi un nouveau référentiel de compétences? Et de s'interroger aussi sur la logique, sous-jacente et quel lien avec le programme, de formation DevPro notamment. Donc pour, répondre à ces questions, la question principale c'est, un nouveau référentiel de compétences de l'enseignant, pourquoi faire? Alors peut-être je commence, je vais répondre à cette question en 3 temps. Je vais, donner quelques informations autour du référentiel de compétences, d'où il vient, comment il a été formé. On va faire un focus sur le document lui-même et puis ensuite, entrevoir, les possibilités de développement professionnel à l'aide, du référentiel. Alors d'une manière générale, je ne vais pas m'attarder sur ce que c'est un référentiel de compétences, mais quand même, quelques éléments. Donc on attend d'un référentiel compétences qui décrive les compétences attendues, en général à la fin du formation ou par rapport à un métier. Ça va nous servir de cadre de référence dans différents contextes. Ce qui est intéressant, ça donne aussi une vision partagée d'un métier. Et ça permet, et là on va vers le collectif, de développer une identité commune. Mais pour nous, dans quel but? Parce qu'il y a, d'une manière générale, 2 manières de considérer un référentiel de compétences. Il y a une manière un peu étriquée, qui consiste en une norme avec, des compétences à respecter qui peut faire l'objet d'une évaluation. C'est pas du tout dans cette direction qu'on est allé en élaborant ce référentiel de compétences. Mais pour nous, c'est plutôt un cadre, qui, va être dédié au développement professionnel. On parle, aussi d'une boussole qui invite, à la réflexion sur, son activité d'enseignement. Parce que, évidemment, enseigner dans un contexte d'enseignement supérieur, nous amène à exercer un métier qu'on n'a pas véritablement appris. On est engagé sur des compétences, dans un domaine d'expertise, mais, il y a des compétences qui nous restent
à acquérir dans le domaine de l'enseignement. D'ailleurs, si vous avez jeté un petit coup d'œil sur le document du référentiel, alors c'est pas ce qu'on lit toujours, mais dans le préambule, on parle quand même de conjuguer et développer une double identité, hein, pour l'enseignant du supérieur, celle de professionnel de son champ et celle d'enseignant. Et c'est justement à cette dernière partie de l'identité que le référentiel s'adresse, le référentiel compétences de l'enseignant, parce qu'il répertorie les compétences à développer qui concernent cette mission d'enseignement. Donc ça concerne ni la recherche, ni les activités qui sont liées, donc ni la discipline, ni de domaine d'expertise. Donc pour nous, enfin, encore d'une manière générale, le référentiel compétences, il peut être utilisé dans différents contextes, à l'embauche, pour l'auto-formation, le développement professionnel aussi, la communication institutionnelle, parfois à l'évaluation du personnel. Mais pour nous, c'est véritablement un outil de développement professionnel, qui poursuit un double but, c'est soutenir ce développement des compétences pédagogiques et puis développer, cette identité d'enseignant à côté de celle, du professionnel et d'expert. Quant aux usages, le référentiel s'adresse en tout premier à l'enseignant, hein, qui lui fournit une boussole pour son développement professionnel, qu'il s'agisse de se former ou d'établir un portfolio. Et il est utile aussi au CPP, dans le cadre du soutien ou c'est un soutien au conseil pédagogique et puis, en tout cas, il sert beaucoup à DevPro dans l'élaboration et la structuration de l'offre, de formation. Et encore quelques mots d'où il vient, ce nouveau référentiel. Il est issu d'une méthodologie collaborative qui a inclus, en tout premier le SADAP qui était le porteur du projet, DevPro, les CPP et il a aussi fait l'objet d'une consultation de différentes instances. Si je ne me trompe pas, il y avait aussi le conseil de concertation, notamment. Donc, c'est un document, collaboratif et où le trouver? Sur le site web de DevPro, sur la page d'accueil, vous trouverez un lien sur le référentiel de compétences. Et sur le site web du SADAP, vous le trouvez même en 3 langues, français, allemand et il a aussi été traduit en anglais. Il n'est pas si facile à trouver sur le site du SADAP, mais en faisant une recherche, par mots-clés, vous trouverez une page qui est spécialement dédiée au référentiel de compétences. Alors, venons-en, au référentiel lui-même. Pour, entrevoir sa structure, la manière dont il est construit. Alors vous avez aussi reçu le document, je l'affiche encore une fois ici. Alors le principe de sa constitution, c'était, enfin elle représente enfin je la représente ici visuellement. Cette représentation, elle met en évidence la structure et sa logique. Alors sa logique, c'est d'être construit, sur 4 champs, thématiques. Donc concevoir l'enseignement, mettre en œuvre l'enseignement, se développer professionnellement et s'engager dans l'institution. Et si vous allez plus avant dans le document, vous verrez que pour chacun de ces champs, il y a 3 compétences qui sont brièvement décrites et pour chaque compétence, on donne aussi quelques éléments d'information sur, le cadre institutionnel commun, c'est-à-dire le cadre, que ce soit de l'HESSO, mais aussi, de l'école, la haute école, concernée. Sa logique, elle était de partir, du terrain. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a 2 champs qui sont intimement liés, hein, concevoir et mettre en œuvre l'enseignement, qui, fournissent, si vous voulez, une vision du cœur du métier, d'enseignant, le cœur de l'activité. Puis je vais m'arrêter un petit peu, sur, ces 2 champs et qui constituent l'enseignement
pour mettre en évidence la logique qui est sous-jacente, cette logique, finalement qui est d'ordre chronologique. On a dissocié ce qui était avant l'enseignement, donc la conception de l'enseignement, du moment de la mise en œuvre. La raison alors ça peut être un petit peu être un peu, étrange ou bien, enfin ça peut, comment dire? Ça peut susciter quelques interrogations parce que, on ne voit pas apparaître dans ce référentiel des thématiques qu'habituellement on voit apparaître dans les référentiels de compétences, de l'enseignement, par exemple l'évaluation. Ce qu'on a voulu faire, c'est de vraiment mettre en évidence la conception et le scénario pédagogique qui se conçoit évidemment en amont. Parce que on voulait mettre l'accent sur le fait qu'au moment de la conception, c'est là que se font des choix fondamentaux, sur la base des objectifs. Il y aura un choix de méthode, de communication et d'évaluation aussi. Donc, pour reprendre cet exemple de l'évaluation, elle est concernée en amont et elle sera concernée aussi dans la mise en œuvre, de l'enseignement. Donc, pour résumer, un accent particulier sur le scénario pédagogique, qui constitue la première des compétences. Ensuite, sans surprise, l'élaboration des ressources et aussi, la personnalisation de la formation. C'est ici une compétence qui rappelle, l'importance de tenir compte de l'hétérogénéité dans les classes, des possibilités d'individualiser les parcours de formation. Alors je ne veux pas entrer vraiment dans le détail de la description de ces compétences parce que vous le trouvez plus avant dans le document. On en reviendra peut-être dans la discussion. Donc ça, ces 3 compétences, concernent, l'activité d'enseignement en amont et ensuite dans la mise en œuvre, on a, l'animation des activités qui concernent beaucoup, des compétences de communication et orchestrer le déroulement de l'enseignement qui consiste à gérer, par exemple, des travaux de groupe, à gérer, à faire de la gestion de classe, hem, gestion aussi, je veux dire, de l'intégration, de la distance ou l'enseignement en comodal et cetera. Donc il s'agit, voilà, de ces compétences-là. Aussi qui concernent, l'adaptation en cours de route, en cours d'enseignement, de l'activité d'enseignement. C'est parce que l'enseignement ne se déroule pas toujours comme on l'avait, prévu au moment de la conception. Ensuite, sans surprise aussi, l'accompagnement des étudiants apparaît en 6e, compétence. Voilà, donc ces 6 compétences qui sont fortement liées constituent, le cœur, de l'activité d'enseignement. Au cœur du référentiel, on a, le développement professionnel avec une compétence qui consiste à questionner sa pratique, recourir à différents outils, réflexifs. Dans la compétence faire évoluer sa pratique, on va plutôt s'orienter vers, l'innovation pédagogique, la mise en œuvre d'expérimentations, pédagogiques dans son enseignement. Et puis, la 3e, compétence de ce champ, faire face au dilemme du métier, c'est une, compétence qui était déjà existante dans le référentiel, de compétences, qu'on utilisait précédemment. Ensuite, une manière un peu plus marginale, s'engager dans l'institution, sont des compétences néanmoins importantes, mais qui sont aussi un peu des injonctions, hein, de s'intégrer dans l'écosystème de la formation, c'est-à-dire prendre part à la réalisation à la conception de modules ou d'enseignements, s'engager dans le fonctionnement de l'institution et une dernière compétence qui est vraiment propre à notre contexte d'enseignement supérieur professionnalisant, qui est adopter une
posture d'exemplarité qui ne veut pas seulement dire d'être exemplaire en tant qu'enseignant, mais de représenter aussi son domaine professionnel dans son enseignement. Voilà, disons, pour la structure et la logique. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, oui, voilà, j'ai décrit très succinctement, enfin, j'ai décrit plutôt la logique. Et puis, on a conçu également un document complémentaire au référentiel de compétences, qui est le guide pour aborder le référentiel de compétences de l'enseignant, parce qu'on a remarqué qu'il n'était pas toujours simple de saisir les enjeux de chaque compétence. Donc, on a élaboré un guide que je vous ai mis dans la conversation, qui n'est pas un document officiel au même titre que le référentiel, parce que c'est un document qui est censé évoluer au gré des usages qui sont faits et des demandes, des questions des enseignants, et puis aussi de l'évolution de l'offre de formation. Donc le guide, il vous propose des explications complémentaires pour chaque compétence. Il donne des exemples de concepts liés à la compétence. Donc ça, ce sont les aspects plutôt théoriques. Et ils offrent des exemples d'ateliers DevPro qui permettront de développer la compétence. Voilà, c'est ce que vous allez trouver dans le guide. Avant de passer à l'usage pour le développement, je voudrais quand même, À hem propos du guide, est-ce que je peux te oui, poser une question? Et oui, donc, bien sûr. il est en français dans la conversation, hein, Oui, tu l'as déjà posté. Et puis il y a la oui, je l'ai question posté. de Sabine qui disait: «Est-ce que ce guide, Ah, il existe aussi en allemand?» non, pas pour l'instant. Non, non, effectivement, mais ça pourrait être traduit. Pour l'instant, c'était vraiment le guide, c'était un document qu'on a réalisé notamment pour, soutenir l'activité qu'on propose dans les fondamentaux A, dans lesquels il y a toute une activité de découverte du référentiel. Donc on fait un travail, assez approfondi sur les différentes compétences, où il y a une activité d'auto-évaluation. Et puis, donc le guide était destiné à aider à cette activité-là. Mais on s'est rendu compte que ça pourrait être utile à tous. On ne l'a pas diffusé aussi largement que le référentiel, puisqu'il est appelé à évoluer parce que les exemples d'ateliers DevPro changent, etc. Mais c'est vrai qu'on pourrait, je note, Sabine, que on peut, en tout cas dans ces premières parties, on pourra tout à fait, le traduire. Peut-être aussi avec ton aide, pour, les concepts, la traduction des concepts théoriques liés à la compétence. Je prends note. Merci. Et puis alors avant de passer à l'usage, du référentiel, je voulais, quand même noter quelques points qui sont aussi des limites d'un référentiel de compétences. Parce qu'il est difficile de concevoir de manière générale un référentiel qui soit exhaustif ou qui convienne unanimement, parce qu'il est destiné à tout domaine, à toute filière, de la HESSO. Et c'est difficile aussi de concevoir un document qui suscite aucune objection. Donc il faut le voir aussi comme une base. Et puis, dans la littérature, on voit aussi concernant le référentiel de compétences qu'il y a pas mal de mises en garde. Le référentiel de compétences ne doit pas être considéré comme un absolu, et parce qu'on essaie de se rapprocher le plus possible de la pratique, mais d'enfermer la pratique dans un document, c'est toujours assez difficile, et puis c'est un exercice, hem, voilà, qui devrait toujours être complété. Et puis dans ce sens, pour certains auteurs, un référentiel de compétences est quelque chose de vivant. Il devrait être, régulièrement réajusté. C'est un document adaptatif. Alors on verra si ça va être le cas, dans notre institution, mais il faut le considérer comme une base. Et puis, ben, c'est vos commentaires, vos éventuelles critiques sont intéressantes pour nous aussi à prendre dans la mesure où il y aura une possibilité de le faire évoluer, dans l'avenir.
Donc ça fera une partie de l'objet de nos discussions de tout à l'heure. Peut-être, oui, avant d'aborder la planification du développement professionnel, qui est la prochaine thématique, il y a peut-être des questions déjà sur le document. Il y a une question dans le chat qui dit: est-ce que tu pourrais revenir sur la question de l'évaluation? Pourquoi cette compétence n'est pas intégrée? Ah oui, parce que nous, on a pris le parti de différencier ces deux moments. C'est-à-dire en amont de l'enseignement proprement dit et ce qui se passe au moment de l'enseignement. Et l'idée était de vraiment, enfin comme je l'ai dit, de mettre l'accent sur le scénario pédagogique qui oblige à réfléchir l'évaluation en amont, hein, c'est-à-dire liée, notamment aux objectifs pédagogiques et au contenu. Donc l'évaluation, finalement, elle intervient avant, en amont, parce qu'elle doit être réfléchie, elle doit être pensée en amont, et puis elle interviendra aussi dans la mise en œuvre. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors moi, j'ai relayé la question, mais je trouve que c'est assez clair. Donc, on l'a dans concevoir les scénarios, par exemple, où le scénario est complet, il va jusqu'à l'évaluation. Voilà, ouais. Je le vois aussi dans, vous parlez de rétroaction sous la rubrique accompagner les étudiants. Oui. Donc, pour moi, rétroaction comprend évaluation, ça fait partie. En tout cas, ça peut faire partie Tout à fait. d'une action d'évaluation. Oui, tout à fait. Et puis là, c'est clairement l'évaluation formative. Donc effectivement, l'évaluation, elle intervient dans les deux champs. D'ailleurs, même dans la conception du programme DevPro, lorsqu'on a fait la refonte des ateliers de base, il y a un nouveau atelier des fondamentaux qu'on a proposé, c'est sur le scénario pédagogique qui n'était pas proposé auparavant et puis qui insiste justement sur cette nécessité de penser le scénario dans son ensemble et puis de faire des choix concernant les méthodes, concernant l'évaluation aussi, en amont et ne pas considérer l'évaluation comme peut-être devant être préparée, en aval ou bien au moment de l'enseignement et après. Est-ce que ça joue comme ça? Je réponds Alors, oui, vu qu'il y a personne qui le j'imagine dit. que oui. Voilà, alors c'est aussi, par rapport à ces limites, il y a un point que j'aurais dû dire avant, j'ai posé la question: «Pourquoi, un référentiel? Pourquoi un nouveau référentiel?» C'est que, vous avez certainement, eu connaissance du référentiel qu'on a utilisé ces dernières années, qui était le référentiel, pour l'enseignement supérieur, qui était issu, adapté très légèrement du référentiel de la EPU qui avait été publié en 1999, donc ça faisait quand même un bout de temps. Donc il s'est ressenti la nécessité de revoir, les référentiels et puis il était important aussi d'apporter cette touche enseignement supérieur professionnalisant et de répondre aussi à des préoccupations, des spécificités de notre institution. Il y avait aussi l'idée d'intégrer des nouvelles compétences, hem, qui devraient répondre aux enjeux de l'enseignement au XXIe siècle. D'où, ces compétences, qui appartiennent au 4e champ, du référentiel. Il y a aussi une question dans le chat en lien avec la pratique réflexive de l'enseignant. C'est vrai qu'elle Oui. est un petit peu en embuscade derrière la question de l'évaluation. Ok, il y a l'évaluation de l'étudiant, mais il y a aussi l'auto-évaluation de ce que son activité d'enseignant produit et puis comment ça se transforme. Est-ce que ça, est-ce que c'est dans la partie faire évoluer sa pratique ou comment c'est formalisé? Oui, tout à fait. Alors la pratique réflexive, c'est inclus donc questionner sa pratique et puis recourir aux outils, réflexifs, dont les haies, ça peut être le portfolio, l'observation de l'enseignement par les pairs et cetera. Mhm.
Merci. Je t'en prie. Voilà, donc pour le référentiel en soi, et voilà, j'ai nouveau bloqué. Voilà. Maintenant, il s'agit de faire usage de ce référentiel, puisque j'ai insisté sur le fait que c'était un outil de développement et pas un outil d'évaluation, ni un outil normatif. Donc, il est destiné à soutenir le développement professionnel dans le domaine de la pédagogie. Et à ce sujet, ouais, il constitue une base de réflexion sur les pratiques. Et puis, j'ai pensé vous proposer une démarche en 5 étapes qui a été développée dans l'ouvrage de Nicole Reich-Collet et Denis Berthiaume, La pédagogie de l'enseignement supérieur, que certains peut-être d'entre vous, certaines connaissent. C'est dans le tome 2, Se développer au titre d'enseignant. Alors, dans le premier chapitre, qui consiste à expliquer quel usage on peut faire d'un référentiel pour se développer professionnellement, on propose une démarche en 5 étapes. Je voulais vous l'exposer rapidement. Alors évidemment, la première étape n'est pas forcément pertinente pour nous, puisque l'institution vous propose un référentiel de compétences. Mais dans une deuxième étape, on peut imaginer que le référentiel serve à une auto-évaluation de ses compétences. Et puis là, à ce moment, on propose 4 niveaux, enfin de s'auto-évaluer au moyen de 4 niveaux, voir si la compétence n'est pas maîtrisée, si elle nécessite un appui, si elle est maîtrisée, puis si elle est tellement maîtrisée qu'elle permet de former ou de conseiller ses collègues. Voilà, ça c'est une activité effectivement qu'on applique dans les fondamentaux A, où comme j'ai dit tout à l'heure, on propose aux participants de découvrir en profondeur les compétences du référentiel. Donc, cette étape d'auto-évaluation qui débouche sur l'identification de ses faiblesses. Voilà, on a un aperçu en ayant fait cette auto-évaluation de chaque, ou bien en tout cas des compétences qu'on souhaite évaluer. On identifie ces faiblesses là où il y aurait un travail de développement à faire. Ensuite, la 4e étape proposée est de choisir les compétences qu'on veut développer ou approfondir. On va faire une sorte poser des priorités. Et dans une dernière étape, on propose d'identifier une manière de développer la compétence. Et c'est là qu'intervient le programme de formation DevPro, parce que développer sa compétence, ça peut se faire à travers de la formation, mais ça peut être aussi à travers le recours, le conseil pédagogique, ou des lectures, ou des échanges avec des collègues, etc. Donc, on identifie un moyen pertinent de développer sa compétence. Et c'est là qu'intervient aussi le programme DevPro. Et puis là, je voulais dire à cet endroit que le programme, dans sa présentation sous format PDF qu'on publie chaque semestre, cette structure n'apparaît pas forcément, parce que vous avez une structure plutôt en axe pédagogique, avec un axe dédié à la recherche, etc. Mais si vous allez vous inscrire sur le site, vous allez pouvoir faire un choix de formation par compétence. Donc, clairement, le programme DevPro est construit sur le référentiel de compétences et offre de la formation pour développer les différentes compétences. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on ne veut pas se laisser enfermer non plus par un référentiel. Le programme DevPro s'appuie aussi sur les suggestions des enseignants, des filières, des domaines, etc., pour fournir de la formation aussi plus large que le référentiel.
Il y a une de là, on question. peut ouvrir aussi la discussion sur vos souhaits, sur les suggestions de développement du programme, que ce soit par rapport au référentiel, parce que vous verrez aussi que les référentiels, que les compétences ne sont pas couvertes toutes avec la même intensité par le programme. Et voilà, par rapport à vos besoins. Je crois qu'il y avait une question. Oui, il y a une question de Jean-Pierre qui lève la main, donc on va lui laisser la parole. Ouais. Mais alors, je vais la baisser. Ouais, peut-être une petite suggestion sur cette démarche. Ça pourrait peut-être être intéressant de mettre un point 3 bis, entre le 3 et le 4, optionnel pour que certains professeurs, enseignants puissent valider le besoin, parce qu'ils peuvent y avoir identifié une faiblesse, mais ils n'ont pas forcément besoin. Donc, valider le besoin avec des collègues, avec un CPP, avec un responsable de filière, peut-être que ça peut être aussi intéressant. Là-dedans. Ouais. Ouais. Suggestion. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, alors là, c'est évidemment une proposition, mais c'est vrai que le rôle des conseillers pédagogiques intervient à tous ces moments, sauf évidemment la première étape, mais quoique. Mais au niveau pour aider à l'auto-évaluation, on voit par exemple en courant des ateliers quand on propose et on accompagne cette activité, c'est que le soutien est souvent nécessaire pour s'auto-évaluer. Donc aussi au niveau de l'identification des faiblesses et puis peut-être le choix des compétences, c'est plus personnel, mais après identifier aussi comment développer la compétence, le conseil ou la discussion, l'échange avec les pairs est aussi important. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous présenter et on peut ouvrir la discussion sur peut-être le référentiel lui-même, sur le soutien au développement des compétences, c'est sur le programme DevPro. C'est une excellente idée. Peut-être tu peux arrêter le partage, comme ça Oui. on te voit mieux. Ah voilà. Ah ouais. Mais je ne crois pas que tu me vois mieux. Il faut que j'arrête véritablement le partage. Voilà. Alors moi, je propose peut-être d'arrêter l'enregistrement, comme ça les questions sont peut-être plus libres et ouvertes pour le final.